Alors, on va commencer pour la table ronde agriculture et climat. Je me présente rapidement, je suis Nicolas Bertonnet, je suis un agro sorti 2019, je suis consultant climat et biodiversité, je suis très bien accompagné aujourd'hui. Je vais laisser les trois intervenants se présenter. On a Nathalie Denoblé-Ducoudray avec nous, scientifique du GIEC pour résumer. Franck Lecoq, également scientifique qui contribue au rapport du GIEC, et Serge Jacquat au milieu, qui est agroclimatologue et consultant. Et peut-être que je vous laisse le micro, Franck, pour commencer, si tu veux, pour te présenter un petit peu. Donc merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi je suis Franck Lecoq, je suis économiste, je travaille à Groupe Paritech et je travaille sur l'économie du changement climatique. Et j'ai eu la chance et l'honneur de travailler dans le groupe 3 du GIEC, donc sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. J'ai contribué au 4e, au 5e et surtout au dernier, le 6e rapport d'évaluation qui est sorti en avril dernier. Nathalie Denoblé, donc moi je suis climatologue, je suis chercheur, je suis modélisatrice, donc je m'intéresse à la façon dont on met en équation les échanges entre les écosystèmes terrestres et l'atmosphère, donc je m'intéresse au rôle des écosystèmes terrestres et de leur dynamique dans l'évolution du climat. À ce titre, j'ai été auteur du rapport spécial du GIEC sur l'usage des terres et climat. Je m'intéresse aussi aux services climatiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'un climatologue traduit sa connaissance du climat en informations pertinentes pour l'agriculture. Et je suis aussi professeure consultante à AgroParisTech et membre de l'Académie d'agriculture de France. Merci à vous deux pour la présentation. Moi je suis Serge Jacquat, je suis agroclimatologue. J'étudie l'impact du climat sur l'agriculture et de l'agriculture sur le climat. Donc c'est vraiment des choses de terrain. Et je reprendrai les informations de mes collègues du GIEC pour les traduire en agro et en adaptation, atténuation pour l'agriculture. Alors pour information, j'ai fait ma thèse à l'INRA sur le changement climatique et la production fourragère. Ensuite, je suis passé chez ITK sur de la modélisation agricole. Et maintenant, je suis consultant et conférencier. Voilà, je suis médiateur scientifique, comme on dirait, ou en version moderne, influenceur sur les réseaux sociaux. Moi, je dirais plutôt médiateur scientifique. Je traduis en fait les conséquences trouvées par mes collègues dans la recherche en application sur le terrain. Merci beaucoup à vous trois. On va se poser plusieurs questions pour cette table ronde qui va durer à peu près une demi-heure pour les échanges, puis après on va prendre toutes vos questions. Alors plusieurs questions. Les premières, c'est où en sommes-nous du changement climatique actuel dans le monde et en France? Quelle part a l'agriculture dans l'explication de ces changements actuels? Ça, c'est la première partie. Après, on va voir comment l'agriculture peut contribuer à atténuer le dérèglement climatique ou changement climatique. Et enfin, on finira à quoi l'agriculture va devoir s'adapter. Alors, pour le présent, parce que vous êtes au courant, il y a des sécheresses hivernales, par exemple, en ce moment, et pour le futur aussi. Donc, première partie, je vais jouer aussi avec la télécommande, si ça fonctionne. Bon, c'est la première question. Donc on va se demander, en fait, c'est quoi la photo actuellement du climat, autant dans le France que dans le monde, et je vais laisser la parole à Nathalie pour nous expliquer ça. Merci. Oui, donc je vais probablement vous rappeler des choses qui sont évidentes pour certains, peut-être un petit peu moins pour d'autres, je l'espère, et que vous allez apprendre des choses. Vous savez qu'aujourd'hui, on est à peu près 1,5 degré de réchauffement pour la décennie 2010 par rapport à la fin du 19e siècle, donc les années 1850-1900. Pour information, un gros changement climatique qui a eu lieu entre le dernier maximum glaciaire il y a 21 000 ans et aujourd'hui, c'était 4 à 5 degrés d'écart. Donc, et c'était un monde qu'on ne connaissait pas. Alors, ce réchauffement, il n'est pas du tout uniforme. Il est beaucoup plus élevé sur les continents qu'il ne l'est sur le globe. Et les continents, comme la France, qui est des terres émergées, se réchauffent à environ 1,5 fois plus que le globe. Et donc aujourd'hui, sur les continents et en France, on est à 1,6, 1,7 degrés de réchauffement mondial. Alors, à ces changements graduels s'ajoute évidemment une augmentation de tous les événements extrêmes. De beaucoup d'événements extrêmes. Alors ceux qui se retrouvent partout, ce sont des canicules. Toutes les régions du monde connaissent plus de canicules avec des intensités plus importantes. C'est la fréquence des précipitations. On a des précipitations beaucoup plus intenses dans beaucoup de régions du monde. Et on a aussi des phénomènes de sécheresse qui nous arrivent. Alors ce qui est assez nouveau, c'est qu'on commence à avoir des événements combinés, c'est-à-dire qu'on n'a plus soit une canicule, soit une sécheresse, mais de plus en plus on a les deux en même temps, canicule et sécheresse.
Donc je vous l'ai dit, la France se réchauffe plus vite, hein, et le réchauffement de la France aujourd'hui est d'environ 0,3 degrés tous les 10 ans et 0,4 degrés l'été. Donc là, oui, sur cette figure, vous voyez à droite le réchauffement climatique global sur les 2000 dernières années, et vous voyez que pendant pratiquement 2000 ans, on a été relativement stable, voire légèrement refroidissant, et ensuite on a une espèce de courbe en crosse de hockey qui remonte à toute vitesse, et depuis 1850, on n'arrête pas de se réchauffer. Alors, 2022, c'est l'année emblématique du réchauffement climatique actuel. D'accord ? C'est le deuxième été le plus chaud observé en France. Le premier étant toujours 2003, qui reste une année complètement exceptionnelle. En termes statistiques, 2022 n'aurait pas existé, ou avait très peu de chances d'exister, dans un climat du début du XXe siècle. Donc il est vraiment lié au réchauffement climatique. Alors le réchauffement climatique, vous le savez, est lié à l'augmentation des gaz à effet de serre. Vous voyez sur votre coupe de gauche 3 gaz à effet de serre principaux qui contribuent à ce réchauffement climatique, qui sont le dioxyde de carbone, le CO2, qui a connu une augmentation de près de 47% depuis la fin du XVIIIe siècle, le méthane, qui lui a une augmentation de 156%, et le protoxyde d'azote N2O, qui a une augmentation de 23%. Alors CO2 et méthane ont des origines de combustibles fossiles. Le méthane a aussi une origine agricole très importante, et le N2O, c'est une origine très essentiellement agricole. Alors les mécanismes, peut-être Nicolas, la slide d'après. Ah, ça marche pas, ok. Pardon. Voilà, les mécanismes, juste rapidement, pour ceux qui ne sont pas très familiarisés, pourquoi est-ce qu'un gaz à effet de serre conduit à un réchauffement climatique? Vous avez sur la gauche de votre figure un climat à l'équilibre, où vous avez de l'énergie qui rentre sur la Terre sous la forme solaire et qui repart vers l'espace sous la forme de rayonnement infrarouge et donc émis par la température de la planète. Et puis en fait, quand vous rajoutez des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, eh bien, toute l'énergie infrarouge qui est réémise par la surface ne repart pas vers l'espace, une partie est piégée par les gaz à effet de serre dans l'atmosphère et renvoyée vers la surface. Et donc ça contribue à une augmentation, un déséquilibre énergétique au niveau de notre planète. Et ce que vous montre aussi cette figure, c'est que 91% de cette énergie supplémentaire que nous mettons sur notre système climatique est stockée dans les océans. D'accord ? Donc on a une mémoire très très longue de ce que nous faisons aujourd'hui qui est stocké dans les océans. Alors, je vais en arriver sur les émissions mondiales. Quelle est la part de l'agriculture finalement dans ces émissions mondiales de gaz à effet de serre ? Alors, 23% des émissions de ces 3 gaz à effet de serre cumulés proviennent de la production agricole. Si vous regardez les systèmes alimentaires et que vous incluez l'alimentation, donc le transport, la transformation, l'entreposage et le stockage, vous arrivez à un intervalle entre 23 et 42% d'émissions de CO2. Sur les parts de la production agricole, c'est 11% de CO2, 13% de CO2, 44% de méthane et 82% de N2O. Ce qui est important aussi, et je terminerai là, c'est que nous avons 25% de pertes et gaspillages alimentaires, gaspillage dans nos pays développés, pertes dans les pays en développement, et ça c'est 8 à 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, donc des choses que l'on peut facilement éviter. Je vais passer la parole à Serge pour tout ce qui est la partie française de ces émissions. Alors, je vais vous parler de l'assiette des Français. Au niveau de la France, c'est 25 à 30% des émissions globales françaises. C'est un petit peu moins que celles qui sont mondiales. Et dans ces 25 à 30%, c'est 66% la production agricole. Donc 66%, c'est vraiment essentiellement la production agricole qui émet des gaz à effet de serre pour nos assiettes. Le transport, c'est seulement 19%. Souvent, on dit le transport, c'est énormément, mais en fait, c'est 19% par rapport aux 66% de la production. Ça reste inférieur. La restauration et la livraison, donc je compte Uber Eats pour les plus jeunes, dans ces 5%. 5% seulement de l'assiette. Le domicile, donc la cuisson, la réfrigération, c'est uniquement 4%.
Et les industries agroalimentaires, on s'attendait à beaucoup plus, c'est seulement 6%. Donc quand on voit le camembert de ce gaz à effet de serre, on voit que c'est 66% de nos assiettes, c'est 66%, ça vient de la production agricole. Et dans cette production agricole, du coup, dans ces 66%, c'est à peu près les mêmes chiffres qu'au niveau du monde. Le protoxyde d'azote, c'est 40%. Le méthane, donc, qui vient de la production animale, c'est 46%. Et le CO2, donc de la machinerie, de la réfrigération, etc., c'est seulement 14%. Donc ce qu'il faut retenir dans ce que je viens de dire, c'est que 66% des gaz à effet de serre dans notre assiette, c'est la production agricole et qu'il faut regarder qu'est-ce qui se passe dans la production agricole pour réduire les gaz à effet de serre. Merci beaucoup. Donc pour faire une petite pause, là on a vu l'état actuel du réchauffement climatique à l'échelle planétaire, française aussi par définition, et l'impact de l'agriculture dans cet état-là. On va passer à la deuxième partie. Si la télécommande fonctionne, elle est très capricieuse, bon tant pis ça restera à l'oral, c'est comment l'agriculture peut-elle contribuer à atténuer le changement climatique. C'est bien dommage parce qu'on avait la définition du GIEC sur ce qu'est l'atténuation. Ah super, voilà. Donc l'atténuation, chaque terme faut les définir, chaque mot a son importance, c'est une intervention humaine visant soit à réduire les émissions de gaz à effet de serre, par exemple on arrête de cramer du pétrole ou du gaz, et ou à renforcer ce qu'on appelle les puits de gaz à effet de serre, donc par exemple en stockant du carbone dans les sols ou dans les arbres, etc. Donc là, on va voir comment l'agriculture peut aider à ce que demain le climat se réchauffe moins, pour être simple. Et pour ça, je vais laisser la parole à Franck, qui va nous expliquer un petit peu ce sujet. Merci. Alors, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de donner un cadre un petit peu d'ensemble sur les efforts de réduction d'émissions de gaz à effet de serre qu'il est nécessaire de faire, en tout cas si on veut être cohérent avec les objectifs que la communauté internationale s'est donné, à savoir limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, voire bien en deçà de 2 degrés, et même, si possible, à proximité de 1,5. Donc, ça, je vais tirer l'ensemble de ce que je vais vous raconter du récent rapport du groupe 3 du GIEC. Le groupe 3 du GIEC, c'est ce groupe qui s'intéresse à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, aux options de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la planète, et qui est sur l'ensemble des secteurs, y compris le secteur agricole, mais qui regarde aussi les transports, l'énergie, etc. Alors, peut-être la première chose à dire là-dessus, c'est que ce qu'on observe déjà, c'est qu'il y a pas mal d'efforts qui sont déjà faits aujourd'hui pour limiter, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y a de nombreuses politiques et mesures qui sont mises en place dans de très nombreux pays, et on observe en fait un chiffre qui est assez impressionnant, qui est que la moitié des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle du monde, d'une façon ou d'une autre, sont déjà sous le coup d'une politique publique, d'une façon ou d'une autre. Alors clairement, ces politiques ne sont pas suffisantes, mais le point intéressant, c'est qu'elles existent, et donc on a déjà des leviers qu'on peut actionner. La deuxième chose aussi, c'est que un certain nombre de technologies qui sont importantes, essentielles pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, ont vu leur coût diminuer de façon bien plus rapide que ce que tous les experts pouvaient attendre. Je pense aux panneaux solaires photovoltaïques, je pense aux éoliennes, je pense aux batteries aussi pour les véhicules, et ce qui a entraîné une diffusion beaucoup plus rapide que prévu, là encore, de ces technologies propres. Alors le problème, c'est que vous avez beau avoir une diffusion exponentielle, si vous partez d'à peu près zéro, vous montez, vous n'êtes encore pas très très haut. Donc on est loin d'être au niveau où on souhaiterait être, mais malgré tout, on a un certain nombre de signaux qui sont positifs sur les dernières années. Ceci étant dit, ça n'a pas empêché les émissions de gaz à effet de serre de continuer à augmenter sur la dernière décennie, et on était en 2019, donc qui est l'année pour le GIEC, la dernière année sur laquelle on avait les données. Donc là on a 2020, mais ça ne change pas vraiment le message. On était au plus haut niveau d'émissions jamais obtenu dans l'histoire de l'humanité. On a simplement ralenti la vitesse de progression, ce qui est très bien, mais qui n'est pas suffisant. Et clairement, si aujourd'hui, si on se tourne vers le futur et on regarde ce qu'il faudrait faire pour rester cohérent, encore une fois, avec les objectifs que la communauté internationale s'est donnés, il faut inverser la tendance fortement et donc réduire les émissions de gaz à effet de serre de façon rapide. Qu'est-ce que ça veut dire rapide? Ça veut dire diminuer d'à peu près un quart en 2030 par rapport à 2019 si on veut tenir 2 degrés, et de presque un peu plus de 40% en 2030 par rapport à 2019 si on veut rester cohérent avec le 1,5. Donc ce sont des chiffres extrêmement importants de diminution. Et la deuxième chose qu'il faut faire aussi, c'est que si l'on veut stabiliser
le réchauffement, quel que soit le niveau en fait, à 1 degré, à 5, à 2 degrés, 2 degrés 5. Ce que nous disent les collègues climatologues, c'est qu'il faut absolument arriver à des émissions nettes de dioxyde de carbone qui soient égales à 0. Donc on capture autant de dioxyde de carbone que ce que l'on va émettre de façon résiduelle dans les secteurs où on ne sera pas arrivé à les amener à 0. Donc là, vous voyez tout de suite le rôle que l'agriculture et l'usage des sols en général et la foresterie vont avoir à jouer dans cet ensemble. Alors, comment on peut faire ça? Et donc là, le travail qu'on nous avait demandé de faire dans ce groupe 3 du GIEC, c'était de faire la revue, la recension et l'évaluation de l'ensemble de ce que nous dit la science sur les options de réduction d'émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble des secteurs. Et donc vous trouverez dans le rapport, que je vous encourage à lire, parce que c'est un document qui fait 3000 pages, donc il peut un peu faire peur, mais il y a énormément de poteaux indicateurs, énormément de matériel. Il reste très pertinent puisqu'il est sorti il y a moins d'1 an, donc il est encore d'actualité. Et il y a vraiment énormément de matériel très détaillé dont je pourrais à peine donner quelques éléments. Et de toute façon, je ne suis pas spécialiste. On était 278 auteurs sur ce rapport, donc j'en connais pas le détail. Donc, globalement, si je prends l'ensemble de ce potentiel de réduction d'émissions, le message qui ressort, c'est qu'il existe des options de réduction d'émissions de gaz à effet de serre qui sont des options testées, prouvées, dont on sait qu'elles fonctionnent et qui, mises bout à bout, permettent ont le potentiel de réduire les émissions de gaz à effet de serre de moitié à l'horizon 2030. Vous voyez, c'est cohérent avec y compris les trajectoires les plus ambitieuses. Et c'est pas de la science-fiction, c'est pas des technologies juste qu'on sort. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est facile, parce que ça veut dire réduire les émissions à la fois dans tous les secteurs. Il n'y a pas un secteur qui à lui tout seul permettrait de résoudre le problème, il faut réduire partout. Dans tous les pays, parce que ce dont on parle, c'est des émissions mondiales, ce n'est pas les émissions juste des États-Unis, de la France, de l'Europe, de la Chine. Et c'est aussi dans cette potentiel, là, dans cet ensemble de mesures, c'est à la fois des choses qui sont de l'ordre de la technologie, donc typiquement mettre du panneau solaire pour produire de l'électricité à partir de renouvelables plutôt qu'à partir de fossiles, mais aussi des choses qui touchent au mode de fonctionnement des sociétés, les chaînes de distribution, ce genre de choses, ou directement à la demande. Et là encore, c'est cette combinaison-là qui crée le potentiel. C'est pas uniquement la technologie qui nous sauve du problème climatique. Donc c'est pas parce que je dis que le potentiel existe que c'est facile. Malheureusement, ça ne l'est pas. Alors au vu du temps, je vais peut-être simplement faire un premier zoom sur l'agriculture qui sera repris et détaillé par mes collègues beaucoup plus spécialistes que moi de ce secteur particulier, pour dire que dans cet ensemble, l'agriculture elle a un double rôle, il y a un double enjeu. Le premier enjeu, évidemment, c'est celui de la réduction des émissions de ce secteur, qui sont significatives. On a dit 11% des émissions mondiales pour l'agriculture, 22% si j'inclus la foresterie, donc tout ce qui est le changement d'usage des terres, tout ce qui est déforestation. Et donc là c'est considérable, et évidemment il faut que, comme tous les secteurs, le secteur agricole arrive à réduire, limiter de façon importante ces émissions. Mais la deuxième chose aussi, c'est la question du net zéro, puisque l'agriculture est la seule technique aujourd'hui qu'on connaisse vraiment pour capturer du carbone de l'atmosphère et le tenir de façon durable, c'est le stocker dans la biomasse et le stocker dans les sols. Par conséquent, agriculture et foresterie ont aussi un rôle primordial dans notre capacité à tenir de façon durable du stockage de carbone, et donc avec des enjeux forts à la fois de gestion de l'ensemble des écosystèmes, gestion des cultures, de tension avec les autres services que rendent les sols, l'alimentation évidemment, la protection de la biodiversité, le fait d'être des zones de vie pour une série de populations, etc. Voilà, donc là il y a vraiment la spécificité de l'agriculture par rapport aux autres secteurs, c'est d'avoir vraiment ces deux pieds, réduction d'émissions d'un côté et de l'autre, captation, séquestration de carbone. Pour terminer, et ça c'est extrêmement important aussi,
il y a eu énormément de travaux scientifiques qui ont été faits, Nathalie le connaît bien, sur justement le potentiel de séquestration du carbone dans la biomasse et dans les sols. Il y avait eu des visions il y a une dizaine d'années qui étaient assez optimistes là-dessus. Finalement, on a dit tout ira bien, il va suffire de planter des arbres en très 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 grande quantité et hop, nous stockons le carbone, donc on peut continuer à émettre. Évidemment, tout ça a été revu et de façon beaucoup plus serrée maintenant. Et on peut imaginer effectivement avoir un potentiel de réduction de séquestration qui nous permette de garder des émissions résiduelles dans les secteurs où on ne peut vraiment pas faire autrement. Mais en aucun cas, ça ne peut être une excuse pour que les autres secteurs ne fassent rien et se reposent sur la forêt pour séquestrer. Je pense que ça, c'est un message important de faire passer. Merci beaucoup Franck. Donc pour résumer, là, on a vu que le climat va plus ou moins se réchauffer, se dérégler dans le futur. Ça dépend uniquement de nous, uniquement des actions de l'être humain. L'agriculture a une part importante là-dedans, parce qu'elle a un double rôle pour essayer de résumer. Elle peut réduire ses émissions, comme tous les autres secteurs, j'ai envie de dire, dans les stratégies, et aussi stocker durablement du carbone dans ses sols, dans des haies, dans des arbres, en agroforesterie, etc. Et peut-être, Nathalie, ça marche plus de votre côté pour... Et oui, et Serge va détailler un petit peu, en fait, en parlant aussi d'adaptation de l'impact de l'agriculture. On va essayer de pas trop vous embrouiller, mais Serge détaillera un petit peu les propos de Franck. Mais pour la dernière partie, donc, on va se demander en quoi l'agriculture va devoir s'adapter pour le présent et pour le futur. Et pour la définition qui est juste après, si je veux bien la définition juste après, merci beaucoup. C'est quoi l'adaptation? Donc c'est pour les systèmes humains, donc c'est encore assez anthropocentré comme on dit. C'est des démarches d'ajustement du climat au climat actuel, ou attendu, ainsi qu'à ses conséquences. C'est surtout ça qui est important, c'est pas le climat en tant que tel, c'est les conséquences d'un climat qui se dérègle, de manière à en atténuer les effets préjudiciables. Donc je vous fais pas de dessin, mais ça peut être un peu pas très rose selon certains scénarios, et en exploiter les effets bénéfiques. Donc par exemple les fameux îlots de fraîcheur en ville, pour un exemple très, très concret. L'intervention humaine, elle peut faciliter l'adaptation, et ses conséquences, bien sûr, la main de l'homme est importante, notamment si demain on développe la restauration d'écosystèmes, pour être concret. Et donc pour la slide d'après, merci beaucoup pour l'aide. Je peux passer la parole à Nathalie avant que Serge nous explique plein de choses. Oui, alors je pense que l'une des figures d'avant vous a bien montré, vous l'avez compris, que finalement, si nous continuons d'émettre, nous allons continuer de nous réchauffer. Mais le réchauffement à venir ne dépend que de nous, que de nos émissions. Si nous arrêtions, nous arrêterions aussi le réchauffement lui-même. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va de toute façon devoir s'adapter à 1,5 degré de réchauffement. Dans 20 ans, on dépasse les 1,5. Arrêter aujourd'hui, on a eu un arrêt de l'économie avec la crise de la Covid, ça nous a montré le chemin à suivre, mais ça n'a pas arrêté les émissions. D'accord? Donc 1,5 degré, on va les atteindre, et on a vraisemblablement besoin de s'adapter aussi aux 2 degrés, même si à terme on revient un peu en arrière. Si l'on met bout à bout toutes les intentions de tous les pays et toutes les solutions qui ont démarré et dont a parlé Franck, on est de toute façon sur une trajectoire légèrement en dessous de 3 degrés Celsius, entre 2,4 et 3 degrés Celsius. Alors, si on regarde un peu ce qui se passe en France, la canicule de 2019, qui a vu le brevet des collèges être annulé, d'accord, elle aurait été improbable sans réchauffement climatique. À 1,5 degré de réchauffement, sa probabilité est de 1 fois tous les 50 ans. Et si on atteint et qu'on dépasse 1,5 degré de réchauffement, sa probabilité sera de 1 tous les 10 ans. Okay ? L'été 2022, qui n'était pas un ovni, contrairement à ce que nous a dit notre président, comme l'été 2003 était un ovni, il avait une probabilité à l'époque de 1 sur 600 d'exister. Tandis que l'été 2022 avait une probabilité de 1 sur 10 d'exister là, en ce moment. Donc ce n'était pas quelque chose d'improbable. Et 2022, c'est un avant-goût palpable, c'est ce que vous montre la figure à droite. Vous voyez 2022, tous les petits points noirs, ce sont les températures moyennes annuelles que la France a connues. Et puis vous prolongez au-delà jusqu'en 2100 cette courbe en fonction des tout derniers scénarios du GIEC, en sélectionnant les modèles qui représentent le mieux le climat en France, et vous voyez que 2022, à peu près en 2050, devient un été tout à fait normal. D'accord?
Donc aujourd'hui c'est une chance sur 10, mais en 2050 ça sera un été parfaitement normal que l'on aura à vivre tous les jours. Donc s'adapter à ce que nous avons vécu et dont vous parlera Serge aussi en 2022 est extrêmement important. L'été 2022 doit nous servir de leçon. Alors en France, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple en termes de pluviométrie, je vous ai parlé tout à l'heure des événements extrêmes. Donc les pluies vont être de toute façon plus intenses. Un climat qui se réchauffe est un climat qui contient plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère et quand il pleut plus fort. Donc les événements très fortement précipitants vont augmenter. Le cumul annuel pluviométrique en France ne va pas énormément bouger, il n'a pas beaucoup bougé. C'est sa répartition dans le temps et dans l'espace qui va bouger. Donc une Méditerranée qui s'assèche en hiver comme en été, des latitudes nordiques qui vont s'humidifier un tout petit peu, mais avec un contraste saisonnier plus accru. Et donc, en fait, il y a plein d'effets qu'on a déjà vus, auxquels il faut qu'on s'habitue. Ce sont des effets de sécheresse printanière, marqués plus par une augmentation de l'évapotranspiration, donc de la perte d'eau des sols plus précoce et plus intense. On a des sécheresses estivales qui vont s'accroître, des événements combinés comme en 2016, où on a eu toute une série d'événements anormaux, et puis des hivers plus doux. Et ça, je pense que c'est un des dadas de Serge qui va vous en parler sur les questions des gelées tardives. Donc je vais passer la parole à Serge pour qu'il vous parle de tous les impacts qui nous attendent dans le monde agricole. Merci à vous deux pour les présentations climatiques. Je vais juste prendre la main, c'est la diapo suivante. Alors moi, mon rôle, ça va être de prendre les conclusions du GIEC et de les décliner en conséquence sur l'agriculture et comment s'adapter, comment atténuer les impacts. Donc, vous avez ici par exemple une figure, on avait vu une figure de la température là avec la crosse de hockey, c'est ça? On voyait bien un climat à peu près stable qui diminue légèrement, mais une très forte hausse de la température. Il n'y a pas que le thermomètre qui permet de voir ça, il y a également la date de floraison, la date de vendange par exemple à Beaune. Depuis 1371, vous avez ici la date de vendange, une série climatique qu'on retrouve d'ailleurs dans le rapport du GIEC. D'ailleurs cette figure c'est une capture d'écran du rapport. Et vous voyez exactement la même chose que pour la température, on a un décrochage complet de la date de vendange qui correspond à un climat plus chaud. Du coup les vendanges se font de façon plus précoce. Donc premièrement, il n'y a pas que le thermomètre qui permet de voir ça, il y a également l'agriculture qui permet de caractériser le changement climatique. Alors moi j'adore cette figure, elle est également dans le rapport du GIEC, là j'ai juste fait à ma façon, mais c'est depuis l'an 812, donc ça fait plus de 1000 ans quoi. C'est la date de floraison du cerisier japonais, c'est une date très célèbre au Japon. Et vous avez exactement la même conclusion, on a un climat à peu près stable avec une date qui varie suivant les années bien sûr, mais on a un décrochage complet. Maintenant au lieu d'avoir une floraison mi-avril, on a une floraison plutôt fin mars. Alors vous allez me dire c'est sympa pour le tourisme parce que ça attire beaucoup de monde, mais en réalité pour les arbres, ça a des conséquences très importantes. Première conséquence, donc c'est les modifications de phénologie que je vous ai dit, c'est-à-dire une température qui augmente tout le long de l'année, qui a des conséquences sur la phénologie. Il y a également des stress extrêmes. On a parlé de l'évolution de la température moyenne et on a parlé de l'évolution des extrêmes de température. À Montpellier, par exemple, on a eu 46 degrés le 28 juin 2019. On est sorti de la résistance génétique de la vigne, qui est l'espèce la plus résistante française à la température et au stress hydrique cultivé. Il y a eu des brûlures sur la vigne parce qu'on est carrément sorti. Donc ça, c'est un exemple de stress hydrique, de stress thermique extrême qui impacte l'agriculture. Et si ce stress thermique avait eu lieu dans une plaine céréalière, toutes les cultures auraient brûlé en une après-midi. En gros, 46 degrés à 2 mètres, il fait beaucoup plus chaud au niveau du sol et au soleil, les plantes, elles brûlent, comme la vigne. Donc modification, je résume, modification de température moyenne qui implique des phénologies différentes, et modification de température extrême qui implique des stress qui impactent directement sur le rendement. Donc j'ai dit qu'il y avait des modifications de phénologie et des modifications climatiques. Ça veut dire qu'il y a des périodes de sensibilité de la plante qui se retrouvent superposées à des périodes climatiques extrêmes. Et là, c'est exactement un exemple parfait pour vous expliquer ça. Vous avez ici les dates de rendement du blé de 1815 jusqu'à l'an dernier.
vous voyez que le rendement du blé, entre 1950 et 2000, il est multiplié par 7. C'est une volonté de l'État, de la plupart des États européens d'ailleurs, de sortir des risques de famine après la Seconde Guerre mondiale. Et donc ils ont investi massivement dans la chimie, dans la mécanisation, dans la génétique. C'est la révolution verte. Il y a des centres de recherche qui, depuis les années 2000, font énormément de progrès génétiques, chimiques et mécaniques, et maintenant numériques. Et pourtant, le rendement, il stagne. Alors les chercheurs de l'INRA ils se sont dit, on va chercher à comprendre pourquoi, avec tout le boulot qu'on fournit, le rendement n'augmente pas. On n'a pas encore atteint la limite génétique de l'espèce. Les records de blé sont beaucoup plus hauts. Ils se sont dit, on va regarder si c'est pas un problème du changement climatique. Et effectivement, 70% de l'explication de ce plateau est due à des stress hydriques et chaudages, c'est des fortes températures pendant le remplissage du grain du blé. Le remplissage du grain de blé, il se fait en fin mai, juin, juillet. Et c'est une période qui est très sensible au stress hydrique. Mais avec le changement climatique, vu qu'on a des stress hydriques et des canicules qui sont de plus en plus précoces, on se retrouve sur une période de sensibilité du blé qui se superpose à un climat différent. Et c'est pour ça que les rendements n'augmentent plus. En fait, le progrès aurait permis au rendement d'augmenter et le changement climatique, il fait diminuer ce rendement. Donc quand on additionne les deux, on a une stabilisation jusqu'à ce que le changement climatique prenne le dessus et qu'après on a une descente. Bon, il y a d'autres raisons aussi de cette stabilisation. 30% c'est des modifications de rotation, moins de légumineuses, donc moins de fertilisants naturels, et une certaine désintensification voulue par les États. Donc, ça vous montre bien l'importance en fait de ce changement climatique qui désolidarise les périodes de sensibilité et les périodes climatiques extrêmes. On se retrouve parfois superposés. Et l'exemple encore plus parfait qu'on a tous vécu dans les médias en avril 2021, c'est des floraisons de la plupart des espèces cultivées, dont la vigne, qui se sont retrouvées en plein milieu de la période de risque de gel tardif. Donc on a des décalages dus à la température en hiver parce qu'il fait tout, la floraison intervient plus tôt, mais il y a toujours des risques de gel tardif. Alors au lieu qu'il fasse -7, il fait -5, mais vu qu'on est en floraison, la plante est beaucoup plus sensible. C'est un autre exemple de sensibilité qui se retrouve décalée dans des périodes climatiques qui n'ont pas lieu d'être dans un climat passé. Ça a fait 4 milliards d'euros de dégâts, ce gel tardif. Il a d'ailleurs été attribué au changement climatique par le World Weather Attribution, dont certains membres du GIEC en font partie. Et pour terminer, on a une désynchronisation aussi, je vous ai dit, des risques végétaux et des risques climatiques. Mais on a également une synchronisation qu'il peut y avoir entre les végétaux et les ravageurs. L'exemple très parlant, ce sont les pucerons. Les pucerons, normalement, la régulation de la population des pucerons se fait en hiver. Lorsqu'ils gèlent, les œufs ou les pucerons meurent parce qu'ils gèlent, il fait trop froid, ça régule la population. Et là, on a une problématique, c'est que non seulement les pucerons apportent la jaunisse et qu'on a des problématiques avec les néonicotinoïdes, mais on a également une problématique où les pucerons sont beaucoup plus importants à la sortie de l'hiver, parce que vu qu'ils ne gèlent pas suffisamment, qu'il fait à peu près humide en hiver et qu'il fait très doux au printemps, la population de pucerons, quand les conditions le permettent, elle explose et ça peut apporter de nouvelles maladies. Donc ça, c'est un exemple parfait vraiment entre la synchronisation de décalage de cycle des ravageurs et des décalages de cycle des plantes qu'on peut avoir avec le changement climatique. Je vais passer aux solutions adaptation, atténuation. Et si jamais vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas, je ne veux pas monopoliser la parole. Donc là, je vous ai donné des exemples généraux de comment le changement climatique peut impacter l'agriculture. Mais il y a des solutions, il y en a énormément en agriculture, mais chaque solution apporte un petit pourcentage de gain de rendement, mais c'est tout un ensemble de solutions qu'il faut travailler à la fois. La première solution, c'est la recherche génétique. Alors je ne parle pas des OGM ou des NTB, ça c'est la recherche génétique qu'on a en Europe, la recherche génétique classique. Il faut savoir que le rendement du maïs, par exemple en 2022, en sécheresse absolue du coup, il est égal au rendement qu'on avait pour le maïs en 1960 sans sécheresse. Ça montre bien l'évolution génétique qui est extrêmement importante pour faire face au changement climatique, résistance gel, résistance sécheresse et résistance canicule. Alors, la génétique ne va pas tout sauver, et il y a également d'autres aspects qui peuvent nous adapter au changement climatique. L'arrivée de nouvelles espèces. Donc on a parlé qu'il y avait une évolution des climats et les climats remontent par le sud. Par exemple, le climat méditerranéen,
d'après les projections de l'INRA de Nancy, pourrait arriver jusqu'aux portes de Lyon en 2100, voire aux portes de Bordeaux en 2100. Ça veut dire que tout ce qu'on a dans le climat méditerranéen en agriculture va remonter également. On aura des oliviers à Toulouse, on aura éventuellement des abricots à la place des pommes dans certains coins du Limousin, on aura des pistaches à la place des amandes en Méditerranée. Et donc c'est pas seulement une évolution génétique, une fuite à l'avant d'un nouveau blé, un nouveau maïs qui permettent de résister, c'est également de réfléchir à de nouvelles filières. Ça s'appelle anticiper. Anticiper les impacts du changement climatique, et c'est très bien démontré par mes collègues de l'INRA. Voilà, de nouvelles espèces, donc de nouvelles filières. Et il faut savoir que pour mettre une nouvelle filière économique en place en France, il faut plusieurs dizaines d'années. Donc c'est dès maintenant qu'il faut anticiper pour dans 20 ans. Ensuite, on a parlé des stockages de carbone. Donc il faut que l'agriculture, par la photosynthèse, permette de récupérer du carbone de l'air et de le stocker dans le sol. Et donc il faut favoriser toutes les agricultures qui permettent de favoriser ce stockage du carbone. L'exemple classique qu'on donne souvent, et d'ailleurs le stand est juste derrière, c'est l'agriculture de conservation des sols. C'est une agriculture où il n'y a pas de labour, on ne déstructure pas le sol. Il y a des cultures intermédiaires entre deux cultures, donc entre par exemple un maïs et un blé, on va mettre une culture intermédiaire qui n'a pas de valeur économique, mais qui permet de faire de l'ombre sur le sol pour éviter qu'en plein été, le soleil tape sur le sol, échauffe le sol et augmente l'évapotranspiration. C'est pour garder de l'eau dans le sol. Donc, toutes ces techniques d'agriculture de conservation des sols permettent de stocker plus de carbone dans le sol, d'avoir un sol plus vivant, avec des co-bénéfices qu'on pourra parler tout à l'heure, mais d'avoir un sol plus vivant qui stocke un peu plus d'eau. Ça stocke 5 à 10% de plus d'eau. Vous allez me dire, 5 à 10% c'est pas énorme, mais 5 à 10% d'eau, ça permet de gagner 7 à 10 jours dans le cas d'une sécheresse par rapport à un sol classique. Et si ces 7 à 10 jours tombent en plein milieu de la période de remplissage du grain du blé, ça permet de gagner 20 à 30% de rendement sur juste 7 à 10 jours. Voilà. On a parlé aussi qu'il ne faut pas seulement stocker du carbone, il faut également diminuer nos émissions. Dans le rapport de l'INRA 4 pour 1000, si toute la France devenait extrêmement vertueuse au niveau du stockage du carbone, on ne stockerait que 26% des émissions nationales. Si on faisait tous les efforts du monde sans prendre en compte les résultats économiques derrière, si c'est faisable ou pas, c'est vraiment théorique. Si on faisait le maximum, c'est 26% des émissions qu'on pourrait stocker avec l'agriculture et les forêts. Donc ça montre qu'il reste 74% qu'il faut réduire en fait. Et donc ça ne nous oblige pas, de stockage de carbone, nous oblige pas à aussi avoir une attitude un peu plus responsable par rapport à nos émissions de carbone, sur tous les autres aspects économiques. Quand on vous dit par exemple qu'Air France stocke du carbone et qu'il est neutre, il faut aller peut-être un petit peu plus loin dans la réflexion, à se dire il n'y a pas que le stockage du carbone, on n'arrivera pas à stocker toutes les émissions si tout le monde faisait pareil. Ensuite, au niveau des outils d'alerting, parce que c'est mon rôle, je sais que Nathalie aime bien ça, il y a également énormément d'impact du numérique. Et on a très peu d'alertes. Vous connaissez les alertes de Météo France, jaune, orange, rouge, pour les biens et les humains, et les villes en général. Mais il n'y a pas la même chose pour le stress thermique pour les vaches, qui diminue la production de lait, d'anticiper, de les protéger. Il n'y a pas la même chose pour le gel sur l'abricotier. Quelle perte de rendement on aura dans les jours à venir. On n'arrive pas encore à anticiper ces événements, à les traduire de la météo à l'agriculture sur des impacts terrain. On a encore beaucoup de progrès à faire dessus, et là c'est les impacts du numérique. C'est vraiment de nouveaux impacts qui permettront, pour moi j'appelle ça l'atténuation des impacts, je ne sais pas si c'est le cas, mais elle va plutôt dire alerting, Nathalie. Mais voilà, c'est de réduire les impacts des événements extrêmes, si on sait qu'ils vont arriver, qu'on les traduit pour les agriculteurs à qu'est-ce qu'il faut faire sur le terrain. J'en ai fini avec les solutions pour l'agriculture. Il y en a énormément d'autres, j'ai vraiment fait les gros aspects. Il faut savoir qu'il y a différents types de sols, de microclimats, tellement de cultures, de microclimats et de types de sols qu'on pourrait passer des heures à traduire à chaque territoire. Et je pense qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Serge, vous pouvez préparer vos questions, ça arrive dans 2 minutes. En conclusion et ouverture, je laisse la parole à Nathalie sur les co-bénéfices des solutions avancées par Franck et Serge, parce qu'on parle beaucoup de climat là, mais on va voir qu'au-delà du climat, les solutions données ont plein de co-bénéfices. Oui, en fait, je ne vais pas être très longue, je voulais rebondir sur deux choses que vient de dire Serge, la question de l'atténuation. Et c'est vrai que en fait, l'atténuation, c'est le terme consacré par les auteurs, par les rapports du GIEC, c'est diminuer les émissions ou stocker du CO2.
En réalité, tu as raison. Si on rentre dans la grammaire et dans la formulation française, atténuer, on pourrait aussi atténuer un effet négatif du changement climatique, sauf que c'est un terme qu'on n'utilise pas pour cela. Voilà, c'est comme ça. Ce sont des règles qui vont peut-être changer, mais voilà. Ensuite, Serge, j'aime bien le principe de mécanisme d'alerte précoce parce que le rapport du GIEC auquel j'ai eu la chance de contribuer a vraiment mis en évidence pour la première fois que des mécanismes d'alerte précoce étaient extrêmement importants dans la solution vers l'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire qu'on a une solution finale vers laquelle on va tendre, transformation des filières, transformation de l'agriculture qu'on va faire, mais entre-temps, il faut résister et il faut atténuer des effets négatifs. Et donc, les mécanismes d'alerte précoce ont vraiment un rôle très fondamental à jouer là-dessus. Et donc, sur les questions des multibénéfices, effectivement, ce que Serge vous a montré, c'est que quand on améliore et qu'on lutte contre un effet négatif, des mélanges variétaux, par exemple, on fait du blé en mélange variétal, et bien, le fait d'avoir des mélanges fait que certains vont résister à certains événements et d'autres non. Mais donc, on va stabiliser un peu les rendements. Des mélanges de cultures, ça va avoir des effets sur la production à l'hectare, sur la stabilité des rendements, sur le stockage de carbone, sur la biodiversité, sur la capacité de stocker de l'eau. Donc en fait, pratiquement toutes les solutions que l'on veut mettre en place, que ce soit pour l'atténuation ou l'adaptation, ont presque toutes, en dehors de la bioénergie, parce que ça c'est un secteur à part extrêmement dangereux, pour beaucoup de raisons. En dehors de la bioénergie, presque toutes les solutions sont des solutions qui ont des co-bénéfices, et donc il faut y aller sans regret. Super, c'est très complet, je pense. Ceux qui ont pris des notes ont de l'or entre les mains, je pense. On va prendre 2 questions. Si j'essaye de résumer en une phrase tout ce qui s'est dit, c'est pas facile, mais je dirais que l'agriculture elle participe au changement climatique, de facto, mais elle est aussi surtout la première victime. Elle est aux avant-gardes, c'est la première qui prend les pics de chaud ou de froid, et elle est aussi une solution majeure pour demain. Et il faut toujours positiver quand on parle de ces sujets quand même pas faciles, on va dire. Et disons surtout que voilà, l'agriculture est une belle arme pour demain atténuer tout ça et s'adapter. Bonjour Lucien Bourgeois. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir sur le stand de France Agrimaire. Alors quand vous m'avez envoyé votre document, que j'ai lu, je me suis dit définitivement j'aurais dû faire des études d'économie. Et je vous ai rencontré et tout s'est éclairé. Mais d'abord, Lucien Bourgeois, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je suis Lucien Bourgeois. Je suis économiste de formation et j'ai fait toute ma carrière dans les organisations agricoles et en particulier dans les chambres d'agriculture pour diriger le service d'études économiques. Et je suis désormais à l'Académie d'agriculture, vu les cheveux blancs que j'ai. Ça se voit pas, Lucien, ne vous inquiétez pas. Et qu'est-ce que le revenu agricole, parce que vous m'avez dit que ça n'était pas le revenu des agriculteurs. Donc qu'est-ce que c'est le revenu agricole? Alors actuellement il y a une confusion qui est faite souvent, c'est qu'on parle du revenu agricole ou du revenu des agriculteurs et finalement on fait une confusion assez étonnante. On ne parle pas du revenu des commerçants ou du revenu des artisans de la même façon. C'est-à-dire que actuellement ce qu'on fait c'est qu'on calcule tout ce que rapporte l'agriculture. Et l'INSEE fait un travail tout à fait intéressant sur, j'allais dire, le calcul du gâteau de la ferme France ou du chiffre d'affaires de la ferme France. Et après, on divise par le nombre d'agriculteurs et on essaye de dire que c'est le revenu des agriculteurs. Non, c'est pas le revenu des agriculteurs, c'est le revenu de l'activité agricole dont un certain nombre de personnes ne font que de l'agriculture. Mais il y a tout un tas de personnes qui font aussi d'autres activités que l'activité agricole. Actuellement, le recensement qu'on a fait en 2020 donne 389 000 exploitations agricoles. Mais il faut savoir qu'on appelle l'exploitation agricole une ferme qui n'a que 5 brebis ou qui n'a qu'une vache. Et donc, vous voyez bien qu'un retraité qui a gardé une dizaine de brebis, il peut rentrer dans ce cadre-là. Et donc, il y a à peu près 100 000 sur les 400 000 dont on parle, qui sont déjà des gens qui peuvent espérer, grosso modo, avec l'activité, la faible activité qu'ils font sur le domaine agricole,
qui peuvent espérer genre 200 ou 300 euros par mois à tout casser d'activité agricole. Ce ne sont pas les agriculteurs, ce sont des actifs qui font souvent un autre métier ou qui sont retraités et qui ont aussi une activité agricole. Et de ce point de vue-là, et même pour les agriculteurs qui sont en titre, qui travaillent sur une exploitation, si par exemple ils sont en société d'exploitation, on va retenir le revenu que la société fait dans le domaine agricole, mais on ne va pas comptabiliser dans le revenu de l'agriculteur la location de la terre qu'il fait à la société. Et donc, on a une idée qui est quand même relativement fausse du revenu réel des agriculteurs. Et pour donner un chiffre, deux chiffres qui sont caractéristiques aujourd'hui, on a en même temps diffusé une fausse information en disant les agriculteurs ne gagnent plus leur vie puisqu'ils n'ont que un tiers d'entre eux n'auraient que 350 euros par mois. Et quand on fait on prend une autre source qui est la source de l'INSEE, on s'aperçoit que aujourd'hui, les ménages dont la personne de référence est agriculteur sont les ménages qui ont aujourd'hui le plus grand patrimoine par rapport aux autres catégories sociales. Comment on peut avoir 350 euros par mois et avoir 700 000 de moyenne de patrimoine? C'est parce que, quelque part, il y a une confusion extrêmement forte entre l'activité agricole et surtout le patrimoine qui est possédé par les agriculteurs. Alors vous parliez des petites exploitations, des exploitations où les gens sont obligés d'avoir un second métier, mais ils ne sont pas obligés. Non, ils peuvent l'avoir en tout cas. Non, mais en fait, ils ont un métier principal et une activité secondaire qui est l'agriculture. Voilà. Donc quels sont les types d'exploitations qui sont comptabilisés pour comptabiliser ce revenu agricole? Quel type d'exploitation on choisit pour calculer ce revenu-là? Non, comment répondre à cette question? Je ne sais pas s'il y a plus de céréaliers ou plus de producteurs de bovins dans cette catégorie-là. Il peut y avoir, il y a par exemple un certain nombre de gens qui ont aussi des chevaux, par exemple. Hein. Eh bien, pour peu que vous ayez 3 ou 4 chevaux, quelques prairies, vous êtes une exploitation agricole. Mais la personne qui a ses chevaux, souvent a un autre métier bien plus rentable. Et à la limite, le secteur agricole lui sert à défiscaliser une partie de ses bénéfices sur l'autre métier. Mais en termes de comptabilité, on choisit quand même des exploitations qui ont un certain chiffre d'affaires, qui sont au-dessus d'un certain montant. Oui, actuellement... J'ai ma question. Oui, actuellement, ce qui se passe, c'est que pour avoir une idée de ce que gagnent les agriculteurs, le ministère de l'Agriculture fait un calcul sur ce qu'on appelle un réseau comptable, c'est-à-dire qu'il regarde les comptabilités de à peu près 7000 exploitations et qui sont censées être représentatives des exploitations qui existent en France. Mais des exploitations qui ont plus de 25 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça ne porte, le réseau comptable européen, le réseau comptable agricole, ne porte que sur 300 000 des 400 000 agriculteurs qui sont recensés dans le recensement. Et sur ces 300 000, on regarde les comptabilités et on examine tout ça et on donne un résultat chaque année à partir de cela. Est-ce que ce revenu agricole en France, il se porte bien en ce moment? Effectivement, ce qui s'est passé là, c'est un grand changement en 2021 et 2022, c'est que à cause de la guerre d'Ukraine, il y a eu une explosion des prix. Et donc on a actuellement une augmentation des prix des produits agricoles qui, pour retenir un chiffre global, est de l'ordre de 30% en 2022 par rapport à la moyenne des 5 ans qui avaient précédé, on va dire entre 2015 et 2020. Et donc, entre 2015 et 2020, ça n'avait pas beaucoup varié. Et puis d'un seul coup, on a eu 30% d'augmentation. Vous vous doutez bien qu'avec des prix aussi en hausse, le résultat n'est pas le même. Et donc, on a connu en 2021 et 2022 une situation tout à fait exceptionnelle. Il faut remonter aux années 73 pour trouver une situation de cet ordre. 72 et 73 ont été, donc il y a très longtemps,
c'est plus de 50 ans, ont été des années qui ont été assez florissantes, où le revenu avait été relativement élevé, parce qu'il y a eu une augmentation des prix extrêmement importante. Et là, l'augmentation des prix a permis une augmentation des revenus tout à fait conséquente. Pour vous donner un chiffre global, le chiffre d'affaires total de l'agriculture française oscillait entre 70 et 75 milliards d'euros. Je sais bien que des milliards d'euros, c'est quelque chose qui est compliqué à comprendre, mais vous allez voir, en le comparant à ce qui est aujourd'hui, vous allez comprendre tout de suite. Donc, oscillait d'un an sur l'autre entre 70 et 75, une année un peu mieux, une année un peu moins bien. Et d'un seul coup, en 2021, il est passé à 81 milliards, et en 2022, à combien? À 95 milliards. Hein, donc 20 milliards de plus en l'espace de 2 ans. 20 milliards de plus par rapport à un chiffre de base qui était de 75. Donc vous voyez que ça fait quand même quelque chose comme plus de 20%, un quart d'augmentation. Et alors vous me direz, par rapport à ça, il faut que les agriculteurs achètent des engrais, les engrais ont augmenté, les machines ont augmenté, les salaires ont peut-être un peu augmenté, enfin peu importe, les charges ont augmenté. Et quand vous faites la différence, vous tombez sur la valeur ajoutée. Hein. Et quand vous passez de la production à la valeur ajoutée, on avait un chiffre autour de 33 milliards d'une année sur l'autre de valeur ajoutée. Et là, on est monté à 43. Donc là aussi, quelque chose comme un peu plus de 20% d'augmentation de la valeur ajoutée. Et ça, ça permet une augmentation des revenus tout à fait conséquente, puisque les charges vont pas augmenter aussi dans la même proportion. Alors, ça bénéficie aux agriculteurs, mais cette inflation, et c'est vrai que le consommateur, il est quand même au centre de ses préoccupations. La nourriture, c'est quelque chose dont on a toujours besoin et qui est là. Est-ce que du coup, le grand perdant de cette histoire, c'est pas le consommateur au final? Alors là, on aborde un problème qui est le problème de la politique agricole, le problème de l'impact. Et effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la politique agricole commune qu'on a mis en place n'a plus pour objet, comme elle l'avait dans le passé, de s'occuper du pouvoir d'achat des consommateurs ou du pouvoir et du pouvoir d'achat des agriculteurs d'ailleurs, parce que là il y a eu une augmentation, mais le jour où il y aura une diminution des prix, l'État ne sera pas là non plus pour faire en sorte qu'on en limite les conséquences pour les agriculteurs. Et donc on a une politique agricole aujourd'hui qui n'est plus du tout adaptée à de telles hausses de prix ou à des telles baisses de prix qui risquent d'arriver après. C'est-à-dire qu'on s'est complètement démuni, par exemple, d'un truc qui est tout bête, c'est-à-dire qui remonte à Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph dans la Bible. Joseph avait conseillé c'était pas un roi, c'était d'Égypte. Pharaon. Voilà. Il avait conseillé à Pharaon de faire des stocks. Et Pharaon a fait des stocks parce qu'il lui a expliqué l'histoire des vaches maigres et des vaches grasses. Eh bien, Pharaon a fait des stocks et du coup, il a pu nourrir son peuple, mais non seulement nourrir son peuple, mais asseoir sa domination sur les peuples environnants qui n'avaient pas fait qui avaient fait comme des cigales et qui n'avaient pas fait comme les fourmis. Et du coup, depuis ce temps-là, on sait que d'avoir des stocks, c'est pas idiot. Mais depuis un certain nombre d'années, l'Europe considère que c'est pas la peine d'avoir des stocks. Les États-Unis pensent que c'est pas la peine. En revanche, il y a un pays qui a compris ce que c'était l'intérêt de faire des stocks. C'est la Chine. Actuellement, la Chine a en stock 1 an de consommation humaine et animale. Et nous, on a quelques semaines de stock à tout casser. Et du coup, la Chine se dit que si elle veut un jour envahir Taïwan, il ne faut pas qu'elle dépende des Américains pour son approvisionnement. Et donc, ils ont constitué des stocks stratégiques pour pouvoir résister. Mais la France, aussi bien que l'Europe, aussi bien que les États-Unis, actuellement sont dans une telle situation qu'ils ne peuvent pas intervenir pour faire baisser le prix, alors que en 2021-2022, nous avions fait la récolte mondiale la plus exceptionnelle de l'histoire qu'on ait jamais faite.
Et donc, on a eu en même temps, en 2021-2022, la plus grande récolte mondiale de céréales et en même temps les prix les plus élevés. Ce qui est complètement illogique pour un économiste. Puisque quand la récolte et la production est importante, en général les prix baissent. Et là, ça a été tout à fait le contraire. Et donc on se trouve dans une situation exceptionnelle qui, bien sûr, ne durera pas. Parce que les grandes compagnies de négociation internationale qui ont fait des stocks vont bien les liquider un de ces jours. Et dans ce cas-là, on s'apercevra que les prix vont baisser et vont baisser aussi vite qu'ils vont augmenter. Alors on ne va pas parler de la PAC parce qu'il y aurait une conférence à faire là-dessus, mais est-ce que vous pouvez juste nous en toucher un mot? Parce que vous me disiez tout à l'heure qu'il vous semblait étonnant que la politique agricole commune de l'Europe continue à donner le même nombre de subventions, que la production soit bonne ou qu'il y ait un gros problème sur une production, qu'une année soit moins bonne qu'une autre. Oui, alors depuis 1992, la réforme qui avait été faite était comme principe de dire on donne une aide à l'hectare pour compenser la différence qu'il y a entre les contraintes qu'on donne aux agriculteurs en Europe et les contraintes que les concurrents peuvent avoir dans d'autres pays. Et donc on donne une aide à l'hectare qui est à peu près aujourd'hui de l'ordre de 250 € à l'hectare. Et que les prix soient élevés ou que les prix soient bas, l'Europe continue à donner cette aide. Et donc, alors que les États-Unis ont adopté un système d'aide contracyclique qui fait que quand les prix sont bas, on donne des aides, mais quand les prix sont hauts, on ne donne pas d'aide. Ce qui paraît relativement logique, c'est-à-dire que quand vous avez un excellent résultat, c'est pas forcément la peine de penser que vous allez avoir droit à des aides. Et effectivement, un des problèmes de la politique agricole commune, c'est qu'elle n'est pas du tout adaptée à des situations de crise comme celle. Là, c'est une crise bénéfique pour les agriculteurs, maléfique pour les consommateurs, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, puisqu'on arrive à 15% d'inflation pour les produits alimentaires. C'est complètement idiot quand on y pense. Au nom de quoi doit-on payer le blé ou les céréales aussi cher qu'en Égypte, alors que nous sommes largement autosuffisants en Europe, alors qu'en Égypte, ils sont très déficitaires. Et c'est inexplicable, si ce n'est que les gouvernements européens ont décidé depuis longtemps de dire qu'ils n'avaient plus à intervenir sur les marchés et que ça allait se rétablir tout seul. En fait, on s'aperçoit que ça ne se rétablit pas forcément tout seul. Et pour le calcul de ce revenu agricole, on parlait de l'INSEE tout à l'heure qui fait ses études, et j'ai lu dans votre document que les résultats de cette étude étaient un peu sous le sceau du secret. Et je me dis, quand il y a secret, ça paraît un peu nébuleux. Est-ce que j'aurais aimé savoir pour quelles raisons elle ne divulgue pas avant tous les acteurs de l'agriculture? Alors il y a une chose qui est bien faite dans le secteur agricole, c'est que on a une déontologie, on va dire, entre les services qui font les statistiques et les organisations agricoles et l'État, et le ministère de l'économie et le ministère de l'agriculture. Et les chiffres sont calculés sans qu'il y ait de fuite. Et donc on a 2 fois par an une réunion, une fois en décembre et une fois en juillet. Et lors de ces réunions, les chiffres sont communiqués sous embargo à la presse jusqu'au jour de la réunion. C'est-à-dire qu'on ne donne pas de privilège d'information avant que soient diffusés, publiés les chiffres à certains, et qui pourraient mettre en déséquilibre une profession, en déséquilibre l'administration, ou en déséquilibre un acteur économique. Et du coup, le principe, c'est que les chiffres soient fournis en même temps à tout le monde, pour que chacun puisse en prendre connaissance et savoir comment réagir par rapport à ces chiffres. Et donc, il y a 2 grandes messes, une messe au 15 décembre et une messe au début juillet, dans lesquelles on donne les chiffres. Alors, au 15 décembre, on donne les chiffres de l'année qui n'est pas encore finie. C'est pour ça qu'on a les chiffres aujourd'hui de 2022. Pour les chiffres de l'INSEE, mais on donne aussi les chiffres de l'année d'avant du réseau qui est fait
à partir des comptabilités d'exploitation. D'accord, donc l'INSEE, elle n'est pas la seule à poursuivre ses études. Il y a aussi un autre réseau qui s'appelle le RICA. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors oui, ce que calcule l'INSEE, c'est ce qu'on appelle la macroéconomie. Macroéconomie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'INSEE comptabilise les statistiques des abattoirs, on comptabilise les statistiques des coopératives qui font du stockage de céréales, comptabilise les mouvements qui sont faits entre la France et l'Allemagne, entre la France et les États-Unis, donc le commerce extérieur, et à partir de ça, il calcule une activité agricole, et à partir de ce qu'on connaît sur l'augmentation du prix des engrais ou la livraison des fabricants d'engrais, on calcule ce qui reste pour les agriculteurs. Donc c'est un calcul fait, c'est pour ça qu'on l'appelle macroéconomique, c'est-à-dire un calcul qu'on fait non pas à vue de nez, parce que c'est pas du tout comme ça que ça se passe, mais c'est un calcul qui est fait de haut, quelque part. C'est-à-dire qu'on ne demande pas aux agriculteurs combien ils ont gagné, mais on regarde l'activité qu'ils ont eue et on l'estime par d'autres moyens. Et puis le réseau comptable, c'est un calcul dit microéconomique. Pourquoi microéconomique? Parce qu'on s'appuie sur les comptabilités d'un certain nombre d'exploitations. Alors il est bien évident qu'on ne peut pas, on n'a pas de machine qui serait capable de mettre dans une grosse machine les 300 000 comptabilités des 300 000 exploitations, même celles qui ont plus de 25 000 euros de chiffre d'affaires par an. Et on a un système d'échantillons, un échantillon de 7000 exploitations qui sont calculées pour être représentatives des 300 000. Donc c'est comme les méthodes de sondage pour l'IFOP ou pour les boîtes de sondage. C'est-à-dire on se dit, il y a en France 35 000 exploitations qui font du lait et qui ont à peu près une cinquantaine de vaches. Eh bien, on va se débrouiller pour avoir dans l'échantillon 33 fermes qui font la représentation de ces exploitations-là. Et équitablement réparties sur le territoire, parce qu'il y a des régions qui sont plus agricoles que d'autres, ou plus productives que d'autres. Est-ce que, au-delà des problèmes géopolitiques, qui pour l'instant ont plutôt été bénéfiques en 2021-2022 pour le revenu agricole, est-ce qu'on doit s'inquiéter du climat? Oui, le climat, on l'a vu dans le passé, il y a eu des sécheresses, il y a eu des années humides, et ça a fait fluctuer le revenu. Mais on s'aperçoit que le climat a eu moins d'importance que les phénomènes géostratégiques que ce qu'est la guerre d'Ukraine. Le paradoxe actuellement, c'est que les agriculteurs aient vu leur situation s'améliorer ces 2 dernières années à cause de la guerre d'Ukraine. Et on n'a pas fini d'en parler. Parce que ce qui est en train de se dessiner, c'est que, par exemple, l'Ukraine continue peut maintenant exporter sur l'Europe sans prélèvement, sans droit de douane. Et si l'Ukraine et la Pologne se mettent à produire plus, il n'y a plus besoin de la Bretagne et du bassin parisien. Et donc il faudra peut-être se dire un jour qu'il va peut-être falloir réfléchir à une souveraineté alimentaire, penser autrement et qu'il ne soit pas seulement de laisser faire le marché n'importe comment, et à ce moment-là on risque d'avoir dans le futur la même chose que ce qui s'est produit pour l'industrie et finalement laisser les Chinois faire l'industrie à notre place. Est-ce qu'il y a vous parliez de souveraineté alimentaire, la guerre en Ukraine est là, c'était le grenier céréalier européen. Est-ce que le fait que l'Ukraine soit un peu en stand-by, ça nous amène, nous, à modifier nos types de production ou les variétés produites par les agriculteurs? Oui, au sens où il n'y a pas que des avantages à la guerre d'Ukraine. Il faut bien voir que le prix de l'engrais a plus que doublé. Que le prix des machines agricoles a énormément augmenté. Et donc, ça se traduit pour les agriculteurs par des charges qui vont être encore plus importantes dans l'avenir. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ça n'a peut-être pas eu le total effet parce que c'est encore des choses qui sont achetées déjà il y a 1 an ou il y a 2 ans. Mais à partir du moment où les charges augmentent beaucoup et puis que les prix risquent de baisser,
on risque d'avoir l'effet exactement contraire dans un an ou 2 mois, avec des charges qui continueront à augmenter et des prix qui pourraient baisser. En quoi c'est intéressant d'utiliser le revenu agricole, d'étudier le revenu agricole d'un pays? Alors, le revenu agricole, c'est pas la chose la plus intéressante en termes global. Ce qui est intéressant, c'est de regarder le revenu des agriculteurs, mais il faudrait pouvoir aussi regarder les revenus du ménage ou les revenus, les autres revenus des agriculteurs, et pas seulement le revenu qui vient de l'activité agricole. Pour prendre un exemple sur les journalistes, vous avez beaucoup de gens qui sont cadres dans un certain nombre d'entreprises et qui font quelques piges pour les journaux. Et là, on pourrait dire le revenu des journalistes est épouvantablement bas et cela conduit un certain nombre de journalistes à faire un autre métier. Mais non, ils ont un autre métier et ils ont quelques piges de journalistes. Et on pourrait dire, si on s'intéresse qu'aux revenus des journalistes, on pourrait dire, ah mais vous voyez, les revenus des journalistes sont lamentables. Ils ont que 3 000 € par an parce qu'ils ont fait quelques piges. Mais c'est pas comme ça qu'on peut comptabiliser quelque chose. Vous parlez des médias et des journalistes. On entend souvent dire dans les médias que les agriculteurs gagnent 350 € par mois. Alors est-ce que c'est une contre-vérité? Ça a été une immense fumisterie de communiquer sur un chiffre pareil. C'est-à-dire que ils ont communiqué sur l'activité. Enfin, ça a été une année donnée, la mutualité sociale agricole a communiqué sur le chiffre qu'ils ont vu sur les déclarations qui ont été faites par un certain nombre d'agriculteurs. Mais c'est pas à la mutualité, on ne demande pas à la sécurité sociale de calculer le revenu des indépendants. C'est pas à partir de ça. Et il y a maintes causes qui font qu'on peut déduire de son revenu un certain nombre de choses pour payer les cotisations à la mutualité sociale. Et puis on a traîné ça pendant plusieurs années alors qu'il n'y avait aucun rapport avec l'année de base. Mais comme c'est un chiffre qui a marqué l'opinion, beaucoup de politiques l'ont gardé dans la tête. Et du coup, on a communiqué sur ça. Moi, je serais jeune agriculteur, j'aurais pas envie de m'installer comme agriculteur, parce que si c'est pour gagner 350 € par mois, on va pas le coup. Et puis, on pourrait même dire les choses encore plus cyniquement. Mais c'est que la mutualité sociale ne fait pas son travail, parce que, à ma connaissance, le RSA est plus élevé que 350 € par mois. Alors, si il y a des gens qui gagnent que 350 € par mois, il faut se dépêcher de leur donner le RSA. Hein. Donc, on a une fake news qui traîne dans la nature, et heureusement pour les agriculteurs, le revenu est beaucoup plus élevé que 350 € par mois, à condition que l'on réintègre une chose qui est importante, c'est-à-dire que pour un salarié, son salaire, c'est le salaire, mais pour un agriculteur, son salaire ou son revenu, c'est pas seulement ce qu'il prélève chaque année, c'est aussi ce qu'il investit. Et à la fin de sa vie, il a un patrimoine, et le patrimoine, il n'est pas négligeable, puisque je vous ai dit tout à l'heure, quand on fait le compte sur les patrimoines des ménages dont la personne de référence est agriculteur, c'est parmi les plus élevés de France. Et donc, c'est pas la même chose, j'allais dire, de prendre sa retraite avec 0 de patrimoine ou avec 300 ou 400 000 € de patrimoine. Même si, quelque part, certains agriculteurs disent « oui, mais je ne peux pas en profiter pendant ma vie parce que j'ai accumulé du capital ». Mais en tout cas, il y en a qui savent très bien que c'est important, c'est les co-héritiers de celui qui reprend l'exploitation. Alors j'ai eu moi un agriculteur qui est venu, qui m'expliquait que pour lui l'agriculture avait plus vraiment d'avenir, que son fils reprenait l'exploitation, que lui avait gagné 1 000 € par mois les derniers mois de sa vie, que son fils reprenait l'activité, la transitionnait en bio, et qu'il se retrouvait actuellement dans un moment de sa vie où le bio valait la même chose que l'agriculture traditionnelle. Alors c'est vrai que c'est intéressant d'entendre aussi ce type de retour. Alors là, effectivement, ce qui se passe cette année, c'est que les prix ont beaucoup augmenté. Et les prix du lait, par exemple, ont augmenté de 30%. Le prix du comté, du lait pour faire du comté, n'a augmenté que de 17%.
pourtant, c'est un lait qui fait un fromage de qualité, hein. Et le prix du bio a presque pas augmenté. Donc on a une situation cette année où, quand vous faites du lait ordinaire, vous êtes payé 30% de plus. Quand vous faites du lait pour faire le comté, vous n'êtes payé que 17% de plus. Et quand vous faites du lait bio, vous n'allez pas augmenter. Alors, comment on explique ça? C'est que, d'une part, l'État a fait savoir qu'il n'allait plus aider les bio de la même façon qu'avant. Première chose. Deuxième chose, la plupart du développement du bio a été fait sans politique commerciale derrière. C'est-à-dire que les bio ont surfé sur une demande qui était particulièrement importante, mais sans politique commerciale. Qu'est-ce que je veux dire par politique commerciale? Quand dans le secteur du fromage de comté, on s'aperçoit que la demande n'est pas au rendez-vous, là on s'arrange pour produire un tout petit peu moins de fromage. Et du coup, le prix ne baisse pas de façon excessive. C'est-à-dire que pour le lait bio, actuellement, il n'y a pas eu beaucoup de politique commerciale qui a été faite, et du coup, ils n'ont pas beaucoup de solutions pour reconvertir, j'allais dire, ou en tout cas demander à ce qu'on produise moins. Mais pour vous donner quelques exemples, en matière de Saint-Émilion, par exemple, ou en matière de Bourgogne, quand on s'aperçoit que le prix, quand on s'aperçoit que la demande des consommateurs est insuffisante, on s'arrange pour qu'on mette un peu moins sur le marché de produits de Saint-Émilion ou de Bourgogne. Et à ce moment-là, le prix ne tombe pas. Donc il faut qu'on ait une politique de régulation. Une politique de régulation, elle peut être faite par la filière et elle peut être faite par l'État. Et dans le bio, malheureusement, il n'y a pas eu de politique de retrait suffisamment. Et là, on se trouve dans une situation où, effectivement, le bio est à la peine aujourd'hui. Probablement que ça ne sera pas tout le temps le cas dans l'avenir, mais là, on s'aperçoit que si on peut produire sans politique commerciale est quelque chose de très dangereux. C'est-à-dire qu'il faut produire, on ne peut produire dans de bonnes conditions qu'à la condition de savoir qu'on trouvera des débouchés et qu'on a une organisation économique qui va être capable de trouver ces débouchés. Alors on parle de consommation, ça m'amène à vous parler du gaspillage. Alors on gâche aussi à la production, on gâche un champ sur 3 produits. Est-ce que c'est pas aussi intéressant de se dire, je pense qu'une grande exploitation coûte plus cher à l'agriculteur qu'une petite exploitation. Est-ce qu'il n'est pas intéressant d'avoir plus de petites exploitations qui produisent moins pour mieux gagner, ou est-ce qu'il est toujours intéressant d'avoir de grosses exploitations qui produisent plus? Tout dépend des signaux que donne l'État. Aujourd'hui, quand vous donnez un signal, que vous donnez des aides à l'hectare, vous donnez une aide à la concentration des exploitations. Je veux dire, c'est un signal évident. Je veux dire, la PAC, vous me disiez que c'est 250 € par hectare. À partir du moment où vous dites la subvention d'un agriculteur, ça va être une aide à l'hectare, les agriculteurs, il ne faut pas être très malin, pas très malin. Non, c'est complètement évident qu'avec un peu de bon sens, vous dites que plus vous avez d'hectares, plus vous allez pouvoir avoir d'aide. Hein. Et donc, la logique est là. On n'est pas obligé de faire pareil. On pourrait imaginer à la fois, ce que je disais tout à l'heure, des aides qui soient contracycliques, mais on peut imaginer aussi qu'on donne des aides aux projets d'investissement ou aux projets de production. On n'est pas obligé de dire qu'on va donner des aides quel que soit l'hectare. On peut donner des aides pour ceux qui s'organisent, on peut donner des aides pour ceux qui font des belles politiques commerciales, on peut donner des aides pour ceux qui innovent au niveau technique, tout est possible. Hein. Et effectivement, c'est au cas par cas, en fait, il faut qu'on cible les aides en fonction des actuellement, j'ai tendance à dire que l'aide, c'est ce qu'on appelle de l'arrosage municipal. C'est-à-dire on arrose quel que soit le résultat. Mais évidemment, pour les jeunes, c'est pas très intéressant, mais c'est plus intéressant pour celui qui a plus de capital et c'est une aide au capital quelque part. Et en termes de filière, on voyait qu'à l'intérieur d'une même filière, il peut y avoir quand même de grosses différences. Oui, alors ça, il y a une autre légende en matière agricole, c'est de dire il y a les gros céréaliers et les petits éleveurs. C'est une légende, hein, c'est pas vrai. Il y a des petits céréaliers et il y a des gros éleveurs. Et moi, je suis économiste, j'ai tendance à penser que c'est pas parce que vous faites du lait ou vous faites du vin ou vous faites de la céréale
que vous êtes forcément du bon côté de la barrière. C'est en général, que ça soit pour faire de l'agriculture ou du commerce ou de l'artisanat, c'est en général, plus vous avez de patrimoine, plus vous avez de capital, plus vous avez d'argent à la sortie. Enfin, on est quand même dans une économie capitaliste. Enfin, c'est pas une injure que de dire ça. Et en général, le revenu, il a une certaine corrélation avec le capital que vous mettez en œuvre. Plus on a de tête, plus on gagne d'argent, plus on a un gros cheptel pour les éleveurs. Oui, en principe, Alors, il y a plus de coûts aussi, on pourrait se dire, il y a plus de coûts, plus de produits phytosanitaires, plus de main-d'œuvre. Dans le milieu agricole, on a l'habitude de dire qu'il faut faire attention parce qu'il y a des équipes. C'est pas évident qu'il y ait toujours des économies d'échelle. Qu'est-ce que ça veut dire des économies d'échelle? Ça veut dire qu'il ne faut pas forcément croire que parce qu'on est beaucoup plus gros, ça revient moins cher à l'unité produite. Peut-être, mais dans l'ensemble, il y a quand même un facteur taille qui marche, ne serait-ce que pour la main-d'œuvre. Si aujourd'hui, grosso modo, avec 5 heures de travail, vous travaillez 1 hectare de céréales. Donc, vous pouvez vous dire que tant que vous n'avez pas 300 hectares, ça n'occupe pas un bonhomme. Et on entend aussi souvent les agriculteurs disent « je ne vends pas assez cher aux distributeurs », les distributeurs se rincent sur le travail des agriculteurs. Est-ce que c'est intéressant de trouver des solutions pour pallier à ça? Est-ce que c'est intéressant pour les agriculteurs de faire de la vente directe? Et ils me disaient « mais si on fait de la vente directe, on crée des emplois ». Parce que je ne peux pas travailler, je n'ai pas plus d'heures dans ma semaine. Est-ce que c'est des projections intéressantes? Il y a un chiffre qui est clair. Si on dit qu'il y a, peut-être qu'il n'y a pas 400 000 agriculteurs, il n'y en a que moins de 300 000, d'accord? Et puis que vous avez de l'autre côté 5 ou 3 ou 4 centrales d'achat, vous voyez bien que le pouvoir il n'est pas du même ordre. Hein? Et donc là, vous avez forcément une disproportion de pouvoir économique. Et actuellement, il faut reconnaître qu'en France, les centrales d'achat peuvent se réunir autant qu'elles veulent, sans tomber sur le coup de la législation sur les monopoles. Et donc, du moment qu'ils acceptent, ils ont le droit d'être pas nombreux. Et là, c'est pas tellement les agriculteurs qui sont concernés, c'est les industriels, enfin, c'est ceux qui sont entre les agriculteurs et les centrales d'achat. C'est vrai qu'ils sont beaucoup plus nombreux que les centrales d'achat et qu'on a en France un pouvoir qui est quand même relativement favorable aux centrales d'achat et qui fait que pendant longtemps, en tout cas, les centrales d'achat ont eu le bon rôle parce qu'ils étaient beaucoup moins nombreux et pouvaient faire la pluie et le beau temps dans le secteur agricole. Alors, effectivement, un des moyens d'échapper, c'est la vente directe. Mais la vente directe, ça fait un autre problème pour les agriculteurs. C'est-à-dire qu'ils ont déjà un métier qui est de produire, mais s'ils doivent reprendre un autre métier qui est celui de commercialiser, ça fait beaucoup d'heures de travail. Et du coup, c'est quelque chose qui est à double tranchant. Et puis, les clients, il faut les trouver, c'est pas évident. Ça veut dire qu'il faut aller sur des marchés. Quelquefois, sur le bout du marché, on a peut-être vendu que 500 ou 600 euros. Ça fait pas cher de l'heure de travail s'il faut y aller, user du gasoil pour y aller, passer du temps, revenir, tout ça. Donc tout ça c'est à regarder de près. Et c'est vrai qu'il y a une tendance actuellement, en tout cas au moins pour les vignerons, de voir que quelquefois certains renoncent à avoir plus d'hectares et ont tendance à se dire je vais me concentrer sur la production que j'ai déjà pour essayer de la valoriser au niveau du consommateur. Et Lucien Bourgeois, avant de passer à quelques questions du public, s'il y en a, alors entre les fake news, les agriculteurs gagnent 350 €, le réchauffement climatique, est-ce que l'agriculture a de beaux jours devant elle? Est-ce que le revenu agricole va être plutôt stable? Est-ce qu'il y a un avenir doré? Alors je ne sais pas si les agriculteurs ont une chance. Moi je connais beaucoup d'agriculteurs qui vivent bien et beaucoup d'agriculteurs qui sont contents de faire leur métier parce que c'est quand même un des seuls métiers en France où vous avez la capacité à, je sais pas comment dire, vous avez une autonomie qu'ont rarement les autres. C'est-à-dire que, alors effectivement vous la payez quelquefois cher parce que vous êtes tout seul en face du marché et que vous pouvez prendre une claque, mais
avoir la possibilité d'organiser son travail, avoir la possibilité de, je sais pas comment dire, de décider de ses investissements. Il y a un de mes copains sociologues qui disait pour décider 1 million d'euros en termes d'investissement dans une grosse boîte, ça prend 20 signatures. Pour décider d'1 million d'euros dans le secteur agricole, en général, il n'y a pas besoin de plus de 3 signatures. Ben, il y a une question d'autonomie, c'est-à-dire d'être capacité. Et puis, je ne sais pas quels agriculteurs vous connaissez. Moi, j'en connais un certain nombre qui ont certes connu des difficultés, mais qui ont un bon métier parce qu'ils ont une autonomie, une Parce que c'est en règle responsabilité. générale un métier de passion aussi. Un métier, oui, dans lequel il côtoie le vivant enfin, en tout cas, moi je connais peu d'agriculteurs qui se plaignent en tant que tels. Hein. Même si j'ai vécu une partie de ma vie dans le syndicalisme pour défendre les agriculteurs, je comprends qu'ils exigent un certain nombre de choses de protection de la part de l'État, mais sinon, c'est un bon métier, bien sûr. Messieurs, dames, est-ce que vous avez une question à Mais poser à il y a une autre réponse qu'on peut faire, c'est qu'on a toujours dit qu'on allait manquer, enfin que les terres allaient rester en friche. Alors, vous connaissez beaucoup de terres en friche, vous. En général, quand les terres sont libérées, il y a quelqu'un qui pourrait les reprendre. Et s'il y avait vraiment tant de difficultés que ça, on aurait des friches. Hein. Vous êtes plutôt rassurant sur l'avenir de l'agriculture. Non, l'avenir des hommes qui font ce métier. D'accord. Pas de questions, messieurs, dames? Je vais en poser une à notre confrère Lucien. Bon, on a un autre confrère, avec deux confrères, qui viennent de faire un ouvrage, c'est Bertrand Hervieux et François Pursec, sur l'importance aujourd'hui du travail fait par entreprise en gros une délégation de travail sur des grosses entreprises qui vont jusqu'à 10 000, 15 000 hectares, etc. Alors voilà, c'est un peu la question. Est-ce qu'il n'y a pas un peu comme on a connu après la guerre une réaction au métayage où les propriétaires s'organisaient en coopérative pour garder leurs terres et les faire valoir par une coopérative, je pense à la Limousin. Et là, est-ce que c'est pas une réaction par rapport à la propriété? Rester propriétaire, au moins un contrôle de ses terres et faire valoir ses terres par en faire un tiers par délégation. Oui, il y a un risque de ce côté-là, c'est-à-dire que actuellement, je vous ai dit, des aides sont données pour chaque hectare qui sont cultivés. Il y a un risque pour un certain nombre d'exploitations que l'exploitant part à la retraite. Alors plutôt que de partir à la retraite, il se dit, après tout, je vais garder l'exploitation, je n'ai plus besoin de tracteur, je fais intervenir une entreprise de travaux agricoles et je délègue à quelqu'un le soin de s'occuper de mes terres et je touche l'argent qui est rapporté par cette ferme. Et il y a eu tout un combat pendant des années par le syndicalisme agricole pour repérer les vrais agriculteurs des propriétaires fonciers. Et si on a fait le statut du fermage à un moment, c'est aussi parce qu'on trouvait que le pouvoir des propriétaires fonciers était trop important et qu'il fallait redonner du pouvoir aux exploitants. Alors peut-être qu'un jour on fera une loi pour faire en sorte que ceux qui bénéficient des aides, ce soit seulement ceux qui travaillent réellement sur l'exploitation et pas seulement ceux qui possèdent l'exploitation. Je crois que c'est peut-être ça qu'il va falloir faire un jour, parce que sinon, effectivement, on risque de voir plus dans les céréales que dans l'élevage, parce que dans l'élevage, il faut quand même surveiller beaucoup. On risque d'avoir effectivement une tendance à une propriété foncière qui reprend du pouvoir. Messieurs, dames, une autre question. Monsieur. Vous avez parlé de régulation. Pendant longtemps, on a fait de la régulation avec les quotas laitiers, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des informations sur quels ont été les impacts de l'arrêt de ces quotas? Est-ce qu'on va remettre des quotas si on va refaire la régulation? Comment ça va se passer? Alors, moi, je pense que ce débat sur les quotas et sur les... Je pense qu'on a vu dans le passé les dangers d'un système trop bureaucratique.
on avait des systèmes de quotas qui pouvaient quelquefois être vus d'une façon trop bureaucratique et du coup entraîner des frais peut-être exagérés ou en tout cas un mauvais fonctionnement du marché. Mais le meilleur quota, c'est le quota du Saint-Émilion. C'est-à-dire le quota qu'on s'impose à soi-même pour ne pas inonder le marché au moment où il y a une trop bonne récolte. Et donc, ou le quota du Nutella. L'entreprise qui fait le Nutella ne s'arrange pas ne fabrique pas trop de Nutella pour que le prix après soit entraîné vers le bas. Et donc, il faut savoir que sur un marché, vous avez un moment où vous avez trop d'offres par rapport à la demande. Il faut être capable de diminuer l'offre quand vous avez trop d'offres. Et ça, les champenois pour le champagne le font très bien. La plupart des grandes appellations de vin le font très bien. Alors, auparavant, c'était fait par les quotas pour les betteraves, par exemple. Alors, on a pu croire qu'on allait se passer de tout ça pendant un certain temps, et on a vu que les marchés étaient très délicats à manipuler, et que finalement, il suffisait d'une... ça fait 400 ans qu'on sait que quand il y a trop de production, ça fait baisser beaucoup les prix, et que la réaction est plus que proportionnelle. C'est-à-dire que quand vous avez 2% de production en plus, vous pouvez avoir 15% de prix en moins. Et inversement, quand vous avez 2% de production en moins, vous pouvez avoir largement 10% ou 15% de prix en plus. Et donc les marchés sont forcément irrationnels. Et pourquoi? Parce qu'il faut qu'on mange 3 fois par jour. Et le fait qu'on mange 3 fois par jour fait qu'on n'est pas très souple. On peut pas se dire, vous voyez, on peut se dire, les bagnoles sont chères aujourd'hui, je vais attendre 6 mois avant de l'acheter. Vous ne pouvez pas faire la même chose avec la bouffe, hein. Ça ne marche pas. Hein. Vous ne pouvez pas vous passer manger pendant 6 mois. Et donc, on a une réaction, et c'est un économiste anglais, Gregory King, qui en 1699 avait déjà découvert ce truc-là. Donc il faut qu'on parte de ce principe-là pour se dire, ça ne va pas se faire tout seul, et il y aura des années où on va produire plus que ce qui est nécessaire, et des années où on produira moins, parce qu'il n'y a pas de toit sur l'usine. C'est-à-dire, sur un champ de betterave ou un champ de céréales, il n'y a pas de toit. Et donc, il y a des années où vous allez produire 40 quintaux et des années où vous allez produire 60 quintaux. Et du coup, et pour autant, les gens ils mangeront à peu près la même chose d'une année sur l'autre. Et donc, il faut qu'on trouve un moyen. Alors, dans le passé, on avait mis des systèmes de quotas au point pour les betteraves, pour le lait, pour un certain nombre de produits. On a retiré tout ça, on a dit non, maintenant c'est du libéralisme. Ah oui, mais le libéralisme fait que en 2022, on paye, encore une fois ce que je disais tout à l'heure, les céréales au même prix que les Égyptiens, alors que nous, on produit beaucoup plus que ce qui est nécessaire en Europe, alors que les Égyptiens produisent beaucoup moins ce qui est nécessaire pour leur consommation. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal que ce soit parce qu'il y a la guerre en Ukraine que le prix doit forcément augmenter en France, ou en tout cas pour les consommateurs. Et donc là, on a une interrogation pour l'avenir, parce que ce que je veux dire par là, c'est que cette année, les agriculteurs, ils en profitent, mais dans 2 ans, quand le prix sera descendu beaucoup plus bas qu'il est aujourd'hui, les agriculteurs, ils souffriront beaucoup, et qu'à ce moment-là, on dira, oui, mais comment ça se fait, on n'a pas prévu? Si, on s'est organisé pour ne pas prévoir, et du coup, c'est ce qui fait que la politique agricole commune, elle est inadaptée aujourd'hui, parce qu'elle est inadaptée à des situations comme celle qu'on vient de voir avec la guerre d'Ukraine. Et malheureusement, la PAC qu'on va mettre en œuvre à partir qu'on a mis en œuvre à partir de janvier dernier, il n'y a pas un mot sur la guerre d'Ukraine et sur les risques que ça peut faire porter sur l'équilibre d'un marché. Messieurs, dames, une autre question pour Lucien Bourgeois. Alors on va clôturer. Merci infiniment Lucien Bourgeois, et vous avez réussi la prouesse d'éclaircir l'économie agricole dans mon cerveau. Merci.